Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 25 mars et à la une de ce journal. Après avoir atteint des sommets, le taux d'incidence à Mayotte est passé sous la barre des 100 contaminations pour 100 000 habitants. Un soulagement pour l'Agence régionale de santé qui a tenu un point presse aujourd'hui. Mais le combat est loin d'être terminé. L'agence entend donner un coup d'accélérateur à une campagne de vaccination qui patine en organisant dès la semaine prochaine une grande opération d'injection ouverte à toute la population adulte sans distinction d'âge. Le point avec Ivan Rakotovaou. Sommes-nous en train de remporter la bataille contre le coronavirus à Mayotte? Peut-être bien. Avec un nombre de contaminations qui ne cesse de diminuer de jour en jour, la directrice de l'Agence régionale de santé retrouve le sourire. Avec un taux d'incidence qui vient de passer sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants par semaine, on peut affirmer que ça va franchement mieux. Bien sûr, on fait beaucoup moins de tests parce que les personnes ne se sentent pas malades, parce qu'elles connaissent beaucoup moins de personnes qui le sont et donc ne sont pas cas contact, parce qu'elles ne voyagent pas beaucoup en ce moment. Mais le fait qu'on trouve peu de cas positifs dans le nombre de tests qu'on fait montre que l'épidémie régresse. Les cas positifs diminuent et les patients hospitalisés également. À tel point que l'organisation du CHM revient peu à peu à la normale, avec un désarmement des lits de réanimation installés en plus pour faire face à la vague épidémique il y a quelques semaines. Toutefois, dans l'hypothèse d'un rebond de l'épidémie, l'ARS assure que les lits pourront être remobilisés rapidement dans le cadre du plan rebond. Le plan rebond a été utilisé pour modifier très rapidement l'organisation de l'hôpital au fur et à mesure des besoins. Il pourra être à nouveau utilisé. Je peux vous dire qu'on a le matériel, qu'on a les compétences, qu'on a l'expérience. Si on voit revenir des cas en médecine comme en réanimation, on sera prêt. Pour éviter un tel scénario, l'ARS mise sur la vaccination massive de la population contre le virus, malgré de fortes réticences d'une partie de la population. Il faut qu'un maximum de personnes soient vaccinées. On peut le faire dans les jours qui viennent. Il y a toujours au moins 4 centres de vaccination par jour à Mayotte. Et puis le samedi 3 avril, il y aura une grosse opération de vaccination à Mayotte où on va faire sauter la barrière de l'âge. Quel que soit votre âge, si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez venir au centre de vaccination et vous pourrez être vacciné ce jour-là pour contribuer à la construction de la barrière immunitaire dont nous avons tous besoin. À ce jour, plus de 13 500 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, tandis qu'elles sont plus de 4 200 à avoir reçu leur seconde injection. Fin de mission pour les membres de l'Escrime, l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale. Arrivés de métropole il y a un mois, ils avaient pour mission d'ouvrir une unité d'urgence dans l'hôpital de Pamandzi afin de soulager le CHM au bord de la saturation. La vague épidémique est passée, ils ont donc pu quitter Mayotte cet après-midi. Le lieutenant-colonel Michel Cherbetian, le chef de détachement de l'Escrime, a accepté de revenir pour nous sur cette mission en particulière. Au micro d'Ivan Rakotovaou. Ces missions sont toujours difficiles parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée en très peu de temps. Imaginez-vous, nous chargeons le matériel, il y a 15 tonnes de matériel, nous les chargeons le lundi. Le mardi, 18h30, on est tous à Marignane avec 20 sapeurs-pompiers, 15 militaires de l'unité de sécurité civile. Des pompiers qui venaient du Cavaldos, qui venaient du Haut-Rhin, qui venaient de Lyon, qui venaient de Haute-Savoie. Et quand je vois qu'il y a eu 727 accueils aux urgences, et le temps de ma mission, c'est-à-dire sur les 15 premiers jours, il y en a eu 516 sur ces 727. Donc on était vraiment au pic de la pandémie. Nous avons pu, avec le matériel que l'Escrime a emmené, et notamment grâce aux locaux flambant neufs de Petite Terre, nous installer et rapidement être efficace. Le seul regret, c'est que moi j'étais pendant la période du confinement et que il faudra que je revienne parce que j'ai pas pu apprécier totalement la beauté de l'île. La direction départementale de la police nationale a accueilli un nouveau directeur cette semaine. Laurent Simonin est très attendu, notamment par les syndicats de police. En effet, ces derniers souhaitent que le DTPN défende les intérêts des policiers mahorais sur une île où il n'est pas toujours facile d'exercer la profession de policier. Écoutons plutôt Bakar Atoumani au micro de Léonard Audier.
Ce que je pourrais dire en premier, et comme j'ai toujours dit, le préalable, nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est qu'il fasse de nous des interlocuteurs privilégiés et qu'on soit à ses côtés, mais lui qui soit à nos côtés aussi pour défendre nos collègues. Donc davantage de protection du policier. Ça, c'est une chose, vous l'avez encore vu, à titre d'exemple, à Vaibé, ce qui s'est déroulé. Aujourd'hui, nous, enfin, hier, vous l'avez cité, bien, et Hamza Perret aussi, sur les violences. Vaibé, c'est notre collègue qui a reçu des coups de chombo. Donc, nous attendons vraiment sur ce sujet qu'il soit proche de nos collègues et qu'il soit le garant de la protection des policiers. Même si on remarque aujourd'hui aussi que le parquet fait un travail remarquable puisque les peines sont au rendez-vous. Donc ça, il faut le signaler quand même. C'était une demande que vous aviez d'ailleurs. Vous avez dit que c'était pas assez ferme, mais là on voit la différence. C'est là ferme qui sont données. Tout à fait. Et d'abord, ça rassure nos collègues, et en plus, ça montre que on est vraiment dans un état de droit. Parce que la justice, c'est garantir l'état de droit à travers les sanctions et respecter ce code social qui permet à chacun d'évoluer dans notre pays. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la réouverture des bars et des restaurants ce samedi ou encore la colère du maire de Pamandzi face à la majorité de l'intercommunalité de Petite-Terre. Au montage, Leslie Vumenet. Le dimanche 28 mars, une dernière partie de pêche aura lieu sur le platier de Mbouanatsa et Mzouazia avant sa fermeture pour traitement de données. L'association des pêcheurs Milaounangou et la commune de Bouéni, avec l'appui du parc naturel marin de Mayotte et de l'intercommunalité du Sud, ont décidé de fermer le platier de ces villages à la pêche durant 3 mois afin de permettre le renouvellement des ressources, notamment le poulpe. Dimanche, la marée sera favorable à la pêche à pied. Les pêcheurs des 2 villages en famille et entre voisins feront donc une dernière partie de pêche sur le platier. Ce dernier s'étend de la pointe Ngouja à la mangrove de Mzouazia. Les agents du parc et de la mairie feront un dernier suivi des captures de pêche afin de compléter les données avant la fermeture pour les comparer avec celles qui seront récoltées après la réouverture du platier. Le torchon brûle à la Cadema depuis le début de la mandature et il s'en va de même en Petite-Terre au sein de la communauté des communes de Petite-Terre. La commune de Pamandzi souhaite quitter le navire pour rejoindre Mamoudzou et Lembeni afin de rebattre les cartes d'un nouveau projet politique pour les intercommunalités. Le maire de Pamandzi dénonce des projets mis en place qui font la part belle à la commune de Dzaoudzi au détriment de Pamandzi. Dans ce contexte conflictuel, le conseil communautaire s'est réuni le 19 mars dernier pour débattre du retrait et de la dissolution. Sans surprise, les conseillers de la majorité de Pamandzi ne siégeaient pas et c'est avec un quorum atteint de justesse que les élus de l'intercommunalité se sont prononcés contre le retrait de la commune dirigée par Madissouf. Le combat n'est pas terminé, nous allons prendre conseil s'il le faut, explique néanmoins le maire. L'amélioration de la situation sanitaire à Mayotte se poursuit depuis la fin progressive du confinement. L'activité du CHM est en voie de normalisation selon la préfecture. Dans ce contexte, le préfet, avec l'accord du gouvernement, a décidé de poursuivre le déconfinement de l'île. À compter de ce vendredi 26 mars, les mosquées du vendredi pourront ouvrir pour les 5 prières du vendredi. Un protocole sanitaire strict devra être mis en œuvre. À compter de samedi, le couvre-feu sera appliqué de 22h30 à 4h du matin. Les restaurants et établissements ayant également une activité de restauration pourront ouvrir en respectant une jauge ainsi qu'un protocole sanitaire strict. Les marchés pourront ouvrir en appliquant également un protocole sanitaire strict. À compter de lundi, les établissements scolaires pourront recevoir l'ensemble des élèves en jauge pleine. Reste en vigueur l'interdiction des rassemblements de 6 personnes, l'interdiction des fêtes de mariage et dévoilés ou encore l'interdiction de la pratique sportive en salle. Les salariés du secteur entreprise privée comme du particulier employeur sont appelés au vote pour élire leurs représentants. À Mayotte, les syndicats se sont battus pour obtenir ce scrutin ô combien important. En effet, il va permettre la création de la commission paritaire régionale interprofessionnelle, une instance représentative qui joue un rôle informatif dans des domaines tels que la formation, l'emploi ou encore les litiges entre employeurs et salariés. Plus de précisions sur ces élections avec le directeur adjoint de la DIECT présent lors de la matinale de Kwesi. Le scrutin va servir à plusieurs choses. Premièrement, il va servir pour aussi la désignation des conseillers prud'hommes.
Vous savez qu'on a le Conseil des prud'hommes qui se met en place, Oui, qui se met en place à Mayotte, Ouais. qui va se mettre en place. Il y aura un renouvellement comme pour toute la France. Et ce scrutin sera pris en compte. Deuxième chose qui est importante, c'est la mise en place de ce qu'on appelle la CPRI, c'est la Commission paritaire régionale interprofessionnelle, qui est une commission paritaire employeur-salarié, c'est-à-dire 10 représentants employeurs, 10 représentants salariés, et qui sont là pour donner des informations, des conseils en droit du travail, en formation professionnelle aux salariés de ces entreprises. Ils peuvent même apporter des conseils sur des litiges individuels avant de saisir le Conseil des prud'hommes. Donc c'est une instance très importante et qui est réservée à ces salariés des petites entreprises. Ça, c'est la deuxième chose. Et bien sûr, il y a aussi la troisième chose qui est la représentation au niveau des branches professionnelles. Alors c'est vrai que les branches professionnelles à Mayotte ne sont pas pour l'instant extrêmement développées, mais il y a un certain nombre de branches qui commencent à se développer. Il y a des conventions qui commencent à être négociées. Il y a des conventions collectives nationales aussi qui commencent à être étendues à Mayotte. Donc c'est important aussi pour ce scrutin parce que ça prend en compte la représentativité des syndicats dans ces branches professionnelles. Réunis au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana ce matin, plusieurs officiels de l'île aux Lagons participaient à un comité de pilotage sur le schéma départemental de l'aide sociale à l'enfance. À l'ordre du jour, le bilan du premier schéma qui se déroulait sur la période 2017-2021 et les améliorations à pourvoir pour la suite. Alors, quelle est la situation à ce jour concernant la protection de l'enfance sur le département? Élément de réponse dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. À Mayotte, 60% de la population a moins de 20 ans. La protection de l'enfance est donc un sujet essentiel sur le territoire. Après le premier schéma de l'enfance et de la famille signé en 2017, l'heure est au bilan et il est satisfaisant pour Issa Abdou. Une DGA dédiée qui fonctionne bien. Et puis, deuxième élément, renforcer les familles d'accueil qui étaient le seul mode de placement qui existait sur le territoire. Nous sommes passés d'une centaine au double aujourd'hui et c'est une satisfaction. D'autres dispositifs ont vu le jour. Je pense aux activités éducatives à milieu ouvert, je pense aux lieux de vie et d'accueil, je pense aux maisons d'enfants à caractère social et tout récemment la prévention spécialisée. Malgré les avancées réalisées par le département, le manque de capacité d'accueil se fait toujours ressentir sur l'île. Pour le vice-président au conseil départemental, il sera difficile de résoudre les problèmes liés à l'accueil des enfants tant qu'on ne pourra pas stopper l'immigration clandestine. On ne s'en sortira pas si on ne règle pas la question de l'immigration clandestine. Et pardon, ce n'est pas une mission du département et c'est ce que je dis à tue-tête depuis le début de cette mandature. Il faut faciliter la tâche au département qui a enfin pris à bras-le-corps cette question. Et donc, on s'en sortira que si on n'a pas tous les jours d'autres enfants qui arrivent et parlent du voisinage, mais il y a aussi les grands lacs, c'est un phénomène nouveau que nous voyons tous les jours. Donc il faut vraiment qu'on ferme les vannes si on veut que cette action soit pérennisée et que l'on s'en sorte. Si le taux de réalisation du premier schéma a été satisfaisant, il reste encore beaucoup à faire sur le territoire. Le département se prépare à entrer dans sa deuxième phase de l'aide sociale à l'enfance et des priorités semblent déjà se dégager. C'est d'abord consolider ce qui a été mis en place et continuer sur la montée en compétences. Mais il y a aussi des questions qu'il faudra régler, notamment sur la pérennisation du financement de l'aide sociale à l'enfance, qui aujourd'hui est à hauteur de 9,6 millions par an, alors que pour le budget 2021, on a une prévision de 48 millions. Ce qui veut dire donc qu'il est important que l'ensemble des partenaires concernés par la problématique de la protection de l'enfance puissent aussi se réunir pour réfléchir. Les ateliers pour le deuxième schéma de l'aide sociale à l'enfance débuteront début avril. Au cœur du problème, le nombre de mineurs isolés sur le département. Pour rappel, dans un rapport datant de 2016, le nombre d'enfants non accompagnés sur l'île aux Lagons était évalué à plus de 4400 par l'Observatoire des mineurs isolés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez Ivan Rakotovao dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.